je vais essayer en quelques minutes de vous indiquer ce qu'on connaît sur les gènes de la longévité et ce qui permet de vivre longtemps. Tout commence par la fécondation. Et la première période, en fait, notre vie a deux périodes. Une période jusqu'à à peu près 20 ans, où tout est programmé au millimètre, si je puis dire. Une cellule originale, pardon, il faut que je m'y habitue, une seule cellule va donner en l'espace de 9 mois un individu avec plusieurs dizaines de milliards de cellules. Puis, donc ça, c'est programmé, chaque phase est programmée. Et s'il y a un gène qui est abîmé, eh bien, la personne ne naîtra pas, si je puis dire. Et à partir de l'âge de 20 ans, donc il y a la vie fœtale, très important, la vie fœtale, le développement, la reproduction. Et nous sommes programmés finalement, comme je vous le dirai à la fin, essentiellement nous avons été sélectionnés pour nous reproduire. À partir de l'âge de 20 ans, le phénomène de vieillissement survient et c'est un phénomène, je dirais, stochastique, c'est-à-dire un peu au hasard, anarchique en apparence. Et ce cycle de la vie est sous deux dépendances. D'une part, nos gènes, nous naissons avec des gènes qui vont nous prédéterminer à mourir à un certain âge, éventuellement, et surtout aussi, plus important encore, l'environnement, c'est-à-dire les microbes, les toxiques, les pollutions, les radiations, les traumatismes, les variations climatiques auxquelles nous allons être soumis pendant notre vie. Le corps humain, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi le soma. Le corps humain est constitué de 30 000 milliards de cellules, 250 types cellulaires. Il y a la peau, le cerveau, les neurones, les muscles, et tous ces tissus ont les mêmes gènes exactement, mais c'est leur expression qui va varier. Nous nous renouvelons. Toutes les secondes, il y a 100 000 cellules qui meurent de ce que nous appelons l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, et cela est compensé par une multiplication, nos cellules se multiplient par mitose. Et alors, on pense qu'en à peu près 10 ans, on se renouvelle complètement. Par exemple, nos cellules intestinales mettent 5 jours, les cellules de l'épiderme 21 ou 30 jours, le foie et le poumon, c'est beaucoup plus long, 400 à 500 jours. Mais en l'espace de 10 ans, on s'est complètement renouvelé. Certains tissus ne se multiplient pas. À la naissance, par exemple, les neurones se multiplient de façon incroyable pendant la vie intra-utérine, et jusqu'à avoir 200 milliards de neurones, mais il y a une apoptose, une destruction massive des neurones, pour arriver à peu près à 80 à 100 milliards à la naissance. Et après, cela ne bougera plus. Pensez que Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans, ou que chacun d'entre vous a le nombre de neurones qu'il avait, peut-être un petit peu moins, le jour de sa naissance. C'est quand même assez étonnant. Ce sont les mêmes. Les cellules cardiaques, de la même façon, ne se multiplient pas. Et ce n'est pas par hasard que le cœur et finalement le cerveau sont les maladies de ces deux organes sont les causes majeures de mortalité. Les ovules, comme ça a été dit par Eric. Alors, on distingue clairement deux types de cellules. Les cellules somatiques, celles du corps, celles qui vont vieillir, celles qui vont mourir, et le germène, c'est-à-dire les cellules de la reproduction, les ovules et les spermatozoïdes. Donc, les cellules, après la fécondation, l'être se constitue et les cellules vont se différencier avec le même génome et vont donner des cellules musculaires, des cellules hépatiques, etc. Mais conjointement, nous allons développer des lignées germinales qui vont nous permettre de nous reproduire. Les ovules, les spermatozoïdes, et quelque part, ces cellules-là sont éternelles, immortelles, puisqu'elles vont permettre la descendance et elles vont se régénérer sans arrêt. Donc, tout le problème de l'évolution, c'est que tout est fait pour préserver nos semences, en quelque sorte, pour pouvoir perpétuer l'espèce. Donc, ça, c'est un concept très important
pour comprendre le vieillissement. Alors, il existe deux horloges de la vie. Une horloge de l'évolution, je dirais une horloge de la longévité. L'horloge de l'évolution, c'est depuis les Australopithèques, il y a 3, 4, 5 millions d'années, nous avons évolué et notre évolution, qui a donné les différentes espèces d'Homo, Homo ergaster, etc., cette évolution, elle est liée à des mutations très rares qui ont lieu sur nos cellules germinales. Ces mutations, les cellules germinales sont très très protégées, on a des systèmes de réparation très très fins et on a très peu de mutations des cellules germinales. Pour un être humain, on considère qu'il y a moins de 50 mutations à la naissance par rapport aux parents, c'est-à-dire très peu par rapport aux chiffres que je vais vous indiquer pour les cellules somatiques. Et donc c'est une vitesse stable et universelle, mais ça permet quand même la progression de l'espèce ou son évolution. L'horloge de la longévité, c'est l'horloge des cellules somatiques. C'est le destin d'un individu, non plus d'une espèce, c'est notre destin à nous. Et c'est une vitesse variable selon les altérations des protéines, des lipides et des acides nucléiques, c'est-à-dire aussi notre constitution génétique qui va déterminer ce vieillissement. Alors le vieillissement, vous voyez ici, là c'est Jeanne Calment, c'est une actrice américaine, peu importe. Le processus de sénescence est caractérisé par un déclin progressif des fonctions des organismes associé à des altérations des tissus et des organes au fil du temps. La baisse des fonctions va de pair avec une diminution des réponses aux lésions et au stress. Alors, vous avez compris qu'il existe deux composants. D'une part, les gènes. Alors, de nombreuses études montrent que l'héritabilité intervient dans 20 à 50% de l'espérance de vie, c'est-à-dire nos chromosomes. Ça n'est pas l'essentiel, mais c'est important, de l'ordre de 20% à 50% d'après des études humaines. Par exemple, on sait que les frères et sœurs de centenaires vivent beaucoup plus longtemps, que des études sur des dizaines de milliers de jumeaux vrais ou faux montrent que les jumeaux vrais meurent à 3 ans d'intervalle, alors que les faux jumeaux, qui ont une constitution génétique différente, meurent à 6 ans d'intervalle. C'est une énorme différence pour les statisticiens. En France, la probabilité d'être centenaire est de 0,3 pour 1000. Et un phénomène récent, celui des supercentenaires, c'est ces centenaires qui oublient de mourir et qui continuent à vivre. Et ces supercentenaires, c'est 0,4 par million. C'est-à-dire qu'après, quand vous passez le cap de 100 ans, la probabilité de mourir devient extrêmement forte et on considère qu'il y a à peu près un centenaire un supercentenaire pour 1000 centenaires. Alors, cette personne est l'être vivant documenté le plus âgé, 122 ans. La voilà à 21 ans et la voilà à 121 ans. Elle a vécu donc 122 ans et jusqu'à la fin, les dernières semaines de sa vie, elle était totalement autonome. Elle a vécu chez elle jusqu'à l'âge de 110 ans. Ensuite, elle était en maison de retraite et à l'âge de 115 ans, elle a fait une chute qui l'a handicapée, mais elle est restée complètement autonome et ses proches parents avaient vécu en moyenne 10 ans. De plus elle a vu mourir sa fille, ses petits-enfants, elle a vécu plus vieux que tout le monde, mais elle était d'une famille qui vivait longtemps. Son cœur a battu 4,5 milliards de fois, ça a été calculé par certains. Alors à côté des gènes, il y a l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire, je vous ai dit, les microbes, les toxiques, et je vais simplement mettre un focus sur trois causes de l'environnement qui sont vraiment très importantes. D'une part, l'exposition aux infections, la nutrition et le stress. Alors, pourquoi il y a une augmentation de l'espérance de vie à partir du début du 19e siècle? La raison majeure, c'est la mortalité infantile. Vous savez que les enfants mouraient jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mouraient énormément d'infections et en particulier d'une maladie terrible qui a disparu, qui s'appelle la variole. Et quand est apparu le vaccin contre la variole, le vaccin de Jenner, on a déjà vu un décrochage de la mortalité infantile, c'est les décès pour 1000 naissances. Vous voyez, 30% des enfants mouraient à la naissance
dans la première année de la naissance, et ceci est vrai encore aujourd'hui dans les pays du tiers-monde où ça monte même jusqu'à 50%. Puis la mortalité infantile a baissé, elle a baissé jusqu'à aujourd'hui où elle est extrêmement faible dans les pays développés. Alors, on est dans une transition incroyable. Au début en 1900, par exemple, tout ce qui est en rouge, c'est des causes sur 100 000 personnes, c'est les décès pour 100 000 personnes. On avait 1100 décès pour 100 000. Et vous voyez, c'était surtout beaucoup de rouge et les maladies cardiaques, les maladies, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes, tout ça étaient présents, mais pas aussi importants que maintenant. Maintenant, vous voyez, c'est l'effondrement en 2010, effondrement des maladies infectieuses. On peut encore parler de la grippe, de pneumonie, de néphropathie post-infectieuse, mais il y a ici les suicides, il y a le diabète, la maladie d'Alzheimer, les accidents cardiovasculaires cérébraux et cardiaques, et puis les maladies pulmonaires non infectieuses qui sont maintenant les causes majeures d'infection, de décès dans le monde. Alors, pour encore illustrer l'importance des maladies infectieuses, il suffit de regarder une carte du monde, une map monde pour l'espérance de vie. Vous voyez, plus c'est bleu, plus les gens vivent vieux. Plus c'est rouge, plus l'espérance de vie, par exemple, pour ceux-ci, c'est de l'ordre de 40 ans, 45 ans dans certains pays d'Afrique, alors que chez nous, c'est plutôt 80 ans. Donc, indubitablement, le facteur essentiel, ce sont les maladies infectieuses qui entraînent cette mortalité infantile. C'est 50% d'enfants qui meurent d'infections respiratoires ou digestives avant l'âge de 5 ans. Alors, le troisième facteur, c'est la nutrition. Ici, je vais vous citer une expérience qui est chez les primates, mais ce que je vais vous dire, c'est-à-dire la restriction calorique de l'ordre de 30%, entraîne une augmentation de la longévité. C'est même le seul moyen qu'on connaisse aujourd'hui, et je vais vous en donner quelques exemples après, le seul moyen qu'on connaisse de prolonger la vie de façon certaine dans les modèles animaux, quels qu'ils soient. Ici, c'est une expérience qui a été publiée dans Nature il y a 2-3 ans, où vous voyez que des primates, alors les primates, ces singes, c'est des macaques, c'est presque nous. Ils ont 1% de différence avec nous, hein, au point de vue génétique. Eh bien, vous voyez, quand ils sont mis au régime, ils vivent plus longtemps que les contrôles. Et les maladies qui apparaissent, eh bien, quand ils sont au régime, il y a moins de maladies qui apparaissent que les contrôles. Ça, c'est indubitable. C'est répété dans tous les modèles animaux connus. Et on sait, je ne pourrais pas vous expliquer en détail dans un entretien si court, je ne pourrais pas vous expliquer en détail, mais je vais essayer de l'aborder tout à l'heure. Alors, le stress, dernier facteur sur lequel je voudrais insister, c'est la prématurité. Le vieillissement, la longévité, ça commence dans la vie intra-utérine. Et là, vous avez un prématuré, et vous savez que 11% des naissances dans le monde sont des naissances prématurées. 6% en Europe, 12% aux États-Unis. En tout, il y a 139 millions de naissances dans le monde, dont 15 millions de prématurés. Et on sait que les prématurés ont un risque accru à l'âge de 50 ans, de diabète de type 2, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de maladies neurodégénératives et psychiatriques, incluant l'autisme, etc. Donc la prématurité est un facteur de risque important et c'est pour ça qu'il est si important d'éviter à tout prix ce stress pour l'enfant de naître à l'âge de 7 mois de grossesse. Et cela s'est étudié d'ailleurs à Lille, en particulier par Laurent Storm au CHRU. Alors, l'espérance de vie en France, eh bien, à la suite du déclin des maladies infectieuses, on voit, vous voyez, en 1945, eh bien, les hommes vivaient 60 ans, les femmes 65 ans. C'est incroyable quand on y pense aujourd'hui. 60 ans, on mourait à 60 ans. Et donc, maintenant, on est à 79 ans, presque 80 pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Et le vieillissement de la population est un problème politique majeur parce que nous allons, non seulement c'est un problème humain, bien sûr, un problème médical, mais nous allons avoir une population qui, en 2060, sera à 25%, alors que nous étions à 8%
en 71. 71, c'est le temps du général de Gaulle, juste après, en tous les cas. Et puis, en 1900, c'était 5%. Donc, on a un vieillissement de la population, en grande partie dû à la baisse d'une série de causes de mortalité. Et vous voyez, dans le monde, eh bien, aujourd'hui, il y a 7,43 milliards d'individus dans le monde, et nous avons 901 millions de personnes de plus de 60 ans, c'est-à-dire 12%. Eh bien, en 2050, c'est demain. En 2050, on sera 9,8 milliards, dont 2,1 milliards de personnes de plus de 60 ans, c'est-à-dire 22% de la population mondiale. Et alors, cela se reflète aussi pour les centenaires. Pour les centenaires, vous voyez, aujourd'hui, en 1900, on avait 100 centenaires, aujourd'hui, on en a 23 000, et on en aura en France, on en aura 200 000 bientôt. Donc, une petite fille sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. Et les centenaires dans le monde, eh bien, on est environ à 500 000 aujourd'hui, et on va passer à 4 millions environ. C'est ça, quelque chose comme 4 millions, et bientôt 8 millions prévus pour 2100. La sénescence. Alors maintenant, je vais aborder les aspects biologiques, en quelque sorte. Quels sont les mécanismes? Tout d'abord, comme l'a dit Eric, la durée de vie, bon, elle est limitée. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pratiquement, on ne dépasse pas 115 ans. Et dans la pratique, dans un environnement propice, 95 ans semble être une limite assez bien acceptée d'après des études des épidémiologistes. Donc, on peut espérer, dans de bonnes conditions, tous vivre jusqu'à 95 ans, voire un peu plus, voire centenaire. Et puis après, il y a une forte mortalité, mais quelques-uns survivent jusqu'à 115 ans. Et après 115 ans, plus personne ne survit, excepté une ou deux exceptions incroyables, comme Jeanne Calment. Alors, la seule façon d'augmenter la durée de vie, c'est la restriction calorique modérée. C'est restriction calorique modérée, et ce qui met l'accent sur le fait que la longévité est fortement liée au métabolisme, et on sait même, beaucoup de mécanismes sont connus, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon des cascades de signalisation qui font que lorsque vous jeûnez, lorsque vous avez une restriction de votre régime calorique, vous allez arrêter l'utilisation des nutriments et vous allez déclencher tous les systèmes de réparation de l'ADN et des protéines. Et c'est pour ça que vous vivez plus longtemps. Ça, c'est vraiment aujourd'hui très bien documenté dans les modèles animaux. Évidemment, ce n'est pas facile de le documenter chez l'homme. Et on a aussi comme source d'information les maladies qui entraînent malheureusement, ces maladies génétiques qui entraînent une durée de vie très limitée, comme la progéria, qui fait que les enfants ont une espérance de vie de 14 ans et qu'à l'âge de 2 ans ou 3 ans, on a l'impression qu'ils ont 70 ans. Il y a pas mal de maladies, et toutes ces maladies sont dues à des anomalies des enzymes qui réparent l'ADN et qui réparent les protéines. Voici les modèles animaux les plus utilisés. Alors la levure, un petit ver qu'on appelle Caenorhabditis elegans, la drosophile, les souris, un rat extraordinaire, le rat taupe-nu, qui vit 30 ans alors que les rats vivent 2 ans, et il est extrêmement étudié. Comment est-ce possible qu'une espèce de rat vive 30 ans dans des conditions particulières? Et puis évidemment les singes. Alors la chose extraordinaire, c'est que ce singe-là s'est séparé de nous il y a probablement 10 millions d'années. Ces organismes, la levure de boulanger, qui a permis de découvrir beaucoup de gènes de la longévité, a cette particularité, comme les Caenorhabditis elegans, de partager jusqu'à 40% de ces gènes avec l'espèce humaine. Et donc, c'est des modèles qui sont très relevants pour essayer de trouver les gènes de la longévité. Alors, je suis obligé de schématiser, je vais mettre le focus aussi sur 3 mécanismes: la sénescence cellulaire, la corrosion moléculaire, c'est-à-dire l'oxydation, et enfin l'épuisement des cellules souches comme cause de la sénescence. Alors, quand vous prenez des cellules de la peau, vous avez des fibroblastes que vous mettez en culture, et vous allez suivre une croissance dans un tube à essai, et vous allez voir qu'au bout de 30 à 50 générations, au bout de quelques jours, la croissance va s'arrêter, les cellules arrêtent de se multiplier, et puis ensuite elles vont toutes mourir d'un coup. Ça, c'est ce qu'on voit quand on prend des cellules humaines. Alors, si on les prend à l'âge de 5 jours, on va avoir 30 divisions. Si on prend
les cellules, à partir d'une biopsie cutanée d'un enfant de 9 ans, on aura encore 30 divisions. À 52 ans, on aura 20 divisions. À 79 ans, on aura 17 divisions in vitro. Donc, de toute évidence, il y a une perte de la capacité de se multiplier avec l'âge. Alors, cela est dû à plusieurs raisons, mais la raison essentielle, qui a valu le prix Nobel à Elizabeth Blackburn, c'est les télomères. Nos chromosomes ont une extrémité ici qui est synthétisée par une télomérase, on appelle ça les télomères. Les télomères sont absolument nécessaires à la multiplication, ils sont synthétisés par une télomérase. Cette enzyme est active pendant notre vie intra-utérine. À la naissance, les cellules souches continuent à avoir une activité télomérase, et les cellules cancéreuses, mais les cellules somatiques perdent progressivement leur activité télomérase, donc on ne fabrique plus les télomères et on a un raccourcissement des télomères qui va aboutir à des catastrophes. Ces catastrophes, c'est que ces télomères sont très importants pour la ségrégation des chromosomes et lorsqu'ils sont absents, eh bien, on voit des altérations de l'ADN, des cassures et la mort cellulaire qui entraîne le vieillissement, le cancer et l'épuisement des cellules souches. Et donc, c'est un des mécanismes maintenant, ces lésions chromosomiques expliquant le vieillissement. Alors, deuxième mécanisme, c'est la corrosion moléculaire, c'est-à-dire l'oxydation. Vous savez, c'est ces taches qu'on voit quand on a, comme moi, plus de 60 ans, et qu'on regarde, c'est ces taches qui apparaissent. C'est des taches d'oxydation des graisses et des protéines. Le taux d'oxydation des protéines augmente avec l'âge, ça c'est bien documenté. La longévité est liée à la capacité des protéines, des acides nucléiques et à la qualité, je veux dire, des protéines, acides nucléiques et des lipides. Alors, ceci se passe à travers un organite intracellulaire qu'on appelle la mitochondrie. Alors, certaines de nos cellules peuvent contenir, comme les cellules musculaires, des milliers de mitochondries, d'autres en ont moins. Mais les mitochondries, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui me permet de marcher. Et ces mitochondries vont produire des dérivés oxygénés et nitrés lorsqu'elles sont stimulées. Alors ça peut être une stimulation de l'environnement, des irradiations, le tabac, la pollution, la mauvaise hygiène de vie, des traumatismes, mais ça peut être aussi des facteurs endogènes comme l'inflammation, l'infection bien sûr, des déficits immunitaires, les stress et le vieillissement en général. Et ces dérivés de l'oxygène sont toxiques et ils vont avoir comme cible les acides nucléiques, les protéines et les lipides. Mais il existe des systèmes puissants, heureusement, des enzymes détoxifiants comme la catalase, ou peu importe leur nom, et des molécules qui vont piéger l'oxygène. Et donc, il y a des mécanismes qui vont empêcher l'action délétère, mais souvent, ces mécanismes vont être surclassés, si je puis dire, par une trop forte production de dérivés de l'oxygène. Donc, du coup, on va avoir des lésions, les mitochondries vont produire ces dérivés qui vont oxyder les protéines. Et si vous oxydez une protéine comme une enzyme qui permet de réparer l'ADN, eh bien vous avez une cellule qui va souffrir et qui va mourir. Donc les lésions oxydatives vont détruire les télomérases, les enzymes de réparation de l'ADN et des protéines, et ça va entraîner le vieillissement. Alors pour les lésions de l'ADN, je rappelle simplement que nous avons environ 1000 à 1 million de lésions de l'ADN par cellule et par jour. C'est-à-dire que notre ADN, est, du fait de ses dérivés entre autres, est lésé. Et donc on a des systèmes de réparation très puissants, moins puissants que ceux des cellules germinales, mais très puissants quand même, qui vont réparer continuellement. Puis une fois de temps en temps, il y a une lésion qui sera oubliée. Et ces phénomènes de réparation vont décliner avec l'âge et on va de moins en moins réparer. Ce qui fait qu'une cellule souche individuelle porterait entre 700 et 800 mutations à la fin de la vie. Donc c'est sur un génome de 3,25 milliards de nucléotides. Alors, dernier mécanisme, l'épuisement des cellules souches. À la fécondation, on a une cellule germinale qui est fécondée. Cette cellule germinale va donner un individu entier en l'espace de 9 mois, c'est-à-dire un organisme entier.
Et là, c'est ce qu'on appelle les cellules totipotentes qui ont la potentialité de recréer un individu. La chose extraordinaire, c'est qu'à partir du 5e jour, si vous séparez ces cellules, vous allez encore avoir 2 individus. Si vous séparez ces 2 cellules, 4 cellules, vous avez encore 4 individus qui peuvent naître. Mais ici, au 5e jour, on ne sait pas exactement pourquoi, il y a une perte de cette capacité de donner un individu, et ces cellules-là vont progressivement évoluer vers ce qu'on appelle des cellules souches unipotentes qui vont donner naissance et qui vont être dans tous nos tissus actuellement, dans ma peau, dans mon foie, etc. J'ai des cellules souches unipotentes qui peuvent régénérer du foie si jamais on m'enlevait un morceau de foie. Alors, donc l'épuisement des cellules souches et le fait que ces cellules souches multipotentes se répliquent en donnant une cellule souche et en donnant une cellule différenciée. Alors la chose extraordinaire, c'est que beaucoup de recherches actuellement se font pour la manipulation génétique de ces cellules différenciées, et on peut, dans certaines conditions particulières, par stress, acide en particulier, faire devenir une cellule différenciée en une cellule souche induite. C'est la base de ce qu'on appelle la médecine régénérative. Dans ce domaine-là, il y aura peut-être possibilité un jour de régénérer des tissus à partir de ce type de manipulation. Ça peut être aussi des manipulations génétiques. Donc les cellules souches se divisent, comme je viens de dire, et elles ont encore la capacité à la naissance pour une 50aine de générations, mais le stock de cellules souches va s'épuiser progressivement et les tissus ne peuvent plus se régénérer. C'est une des causes du vieillissement. C'est pour ça que quand on vieillit, les cicatrices, la cicatrisation est un phénomène qui est beaucoup plus lent que chez les jeunes enfants. L'importance des cellules souches peut être illustrée par des exemples animaux. Voici par exemple une salamandre, un triton, un axolote ou des étoiles de mer. Si vous leur coupez une patte, si vous leur enlevez un œil, si vous leur coupez la queue, elles repoussent à l'identique. Et ils sont bourrés de cellules souches. Plus encore incroyable, c'est ces animaux régénérants qui sont l'objet de beaucoup de recherches actuellement. Ce sont par exemple les hydres d'eau douce ou les planaires d'eau douce. Ça, c'est une hydre d'eau douce, c'est un petit animal d'à peu près, c'est un animal avec des spermatozoïdes, avec des ovules, qui fait 1,5 cm. Si vous le coupez en 200 fragments, vous le hachez menu en 200 fragments, les 200 fragments vont redonner un individu à l'identique, comme si c'était un œuf qui va donner un bébé, si vous voulez. Alors, et c'est la même chose pour ce planaire. Si vous le coupez en petits morceaux, il va redonner des animaux adultes. Un morceau va redonner des animaux adultes. Ça a été découvert au XVIIIe siècle. Et la chose extraordinaire, c'est qu'en conditions hostiles, si vous leur enlevez toute nourriture, si vous les stressez, eh bien, ces animaux vont rajeunir. C'est-à-dire qu'ils vont redonner vous voyez, il y a cette régression, en quelque sorte. Ils vont rajeunir. Donc le rajeunissement est possible. Et à quoi il est dû? Probablement à l'activation des gènes qui codent pour les enzymes de réparation de l'ADN et de réparation des protéines. Donc le rajeunissement est possible. C'est une piste intéressante, évidemment, pour essayer d'améliorer certaines maladies, en tous les cas. Alors je vais terminer ce court exposé sur pourquoi on vieillit. Alors, l'espèce humaine est apparue il y a environ 300 000 ans. Maintenant, on le met à 300 000 ans, Homo sapiens. Elle descend des australopithèques. Homo sapiens, jusqu'au néolithique, au paléolithique, il vivait avec 50-60 individus qui déambulaient. Ils déambulaient 20 à 30 km par jour. 20 à 30 km par jour. C'est une des raisons, à mon sens, de la sédentarité, l'importance de la sédentarité et de l'obésité. Nous avons été conçus par l'évolution, en fait, pour être extrêmement actifs, pour jeûner, parce qu'ils ne mangeaient pas tous les jours à sa faim, ils cherchaient toute sa journée la nourriture, et ces hommes du paléolithique ont forgé nos gènes. Ceux qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont été changés en 10 000 ans, c'est ceux qui ont été forgés par des centaines de milliers d'années par nos ascendants de Homo. Alors, la théorie actuelle, il y a plusieurs théories, je ne peux pas toutes les développer. Je dirais simplement qu'au cours de l'évolution, voici la courbe de survie de l'humanité et de beaucoup d'animaux d'ailleurs, sauvages,
c'est-à-dire qu'il y a une très forte mortalité, ça c'est la survie, très forte mortalité dans les 5 premières années, puis après, les individus, vous savez, au XVIIIe siècle, l'espérance de vie était encore de 32 ans, quelque chose comme ça, au milieu du XVIIIe. Donc ça, c'est la courbe de survie. Et ici, c'est simplement la révolution pastorienne, bonne nutrition, bonne hygiène, vaccination, antibiotiques. Vous mourrez finalement rarement avant 50 ans. À partir de 50 ans, vous avez un infléchissement. Cet infléchissement est lié à des gènes probablement que nous portons. Et ces gènes, ce sont lesquels? Eh bien, on considère aujourd'hui qu'au cours de l'évolution, nous avons sélectionné systématiquement des mutations positives favorables pour la survie, pour la reproduction. Ces mutations-là sont importantes. Mais on ne s'intéresse pas aux autres mutations délétères, on n'avait pas à s'en débarrasser, puisqu'on ne survivait pas au-delà de 25 ans. Donc on a, ça c'est la théorie de Medawar, on a accumulé des mutations délétères, et quand on vit plus vieux, eh bien, ces mutations délétères qui ont touché telle enzyme de réparation de l'ADN, telle enzyme qui répare les protéines, ces mutations délétères vont expliquer le vieillissement et cette chute vertigineuse qu'on ne peut pas arrêter de l'espérance de vie. Voilà, et je voudrais simplement conclure avec quelques mots de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur de Lille a été créé en 1894 par un accès de générosité populaire, je dirais, et sous l'égide de la mairie, il y avait une grande épidémie de diphtérie et on a été appelé Pasteur et Émile Roux pour pouvoir fabriquer le sérum antidiphtérique ici pour sauver les enfants. C'est des petits-enfants qui étaient atteints. Et il a gardé de cette naissance quelques concepts pastoriens. La science doit servir la santé publique, c'est ce qu'on essaie de faire. Et comprendre et prévenir les maladies, c'est très important. Calmette, qui a découvert le BCG, a commencé à ériger en 1901 le premier dispensaire antituberculeux au monde à côté de ce bâtiment. Donc c'est un patrimoine culturel et c'est un patrimoine basé sur des valeurs, en particulier l'excellence scientifique. Alors actuellement, on développe un projet sur la longévité. Pourquoi? Vous avez compris l'impact du vieillissement de la population qui va s'accentuer avec les pathologies. Et ce projet est basé sur un centre de recherche sur la longévité qui est notre cœur de métier avec des unités de recherche qui travaillent sur Alzheimer, sur le diabète, sur la découverte de nouveaux médicaments, les maladies infectieuses, qui restent encore une cause importante. 30% des décès de plus de 65 ans sont dus aux maladies infectieuses et bien sûr à la grippe essentiellement. À côté de ce centre de recherche sur la longévité, nous avons, c'est le seul en France d'ailleurs pour le moment, en tous les cas, nous avons sous l'égide d'Éric Boulanger un centre de prévention santé-longévité. La prévention des maladies est quelque chose de capital. Si on découvre à l'âge de 50 ans un diabète de type 2 qui va être découvert 10 ans plus tard par un accident vasculaire cérébral, on a rendu service à la population. Alors nous recevons à peu près 15 000 personnes envoyées par les CPM pour des bilans de santé classiques. Sur ces 15 000 personnes en 2016, on a détecté 23% d'anomalies, donc 23% de gens qu'on a renvoyés vers leur médecin traitant pour hypertension méconnue, diabète de type 2 méconnu, etc. Donc vraiment, on rend un service à la population. Et puis récemment, alors ce centre est fait en collaboration avec le CHRU, on a signé une convention, et puis récemment, on a créé un pôle régional pollution, santé, qualité de vie, régional parce qu'on voudrait impliquer avec l'Institut Pasteur de Lille, le CHU d'Amiens, l'ULCO, l'école des mines de Douai, puisqu'il existe ici des talents remarquables dans le domaine de la météorologie, dans le domaine de l'épidémiologie, dans différents domaines, et on voudrait que ces personnes travaillent ensemble pour essayer de comprendre l'impact sur la santé publique de la pollution. Bien sûr, Alzheimer, bien sûr, le diabète de type 2 ont des terrains génétiques, mais est-ce que, par exemple, les particules fines ne pourraient pas avoir un impact sur des grandes pathologies si fréquentes et anormalement fréquentes dans notre région, puisque, par exemple, nous avons dans cette région 8% de diabétiques de type 2, alors que dans d'autres régions, c'est 4 à 5% maximum.
Je crois que j'ai presque fini. Oui, donc l'objectif du centre est à la fois modeste et très ambitieux. Ce n'est pas de vous faire vivre jusqu'à 200 ans, c'est simplement de dire qu'en France, quand on a 65 ans, on a 20 ans d'espérance de vie. Et 10 ans en bonne santé, 10 ans en situation de handicap. Et ceci n'est pas vrai dans les pays scandinaves où ils font beaucoup de prévention. C'est plutôt 17 ans et il y a 3 à 5 ans en fin de vie avec des handicaps. Et notre idéal, c'est Jeanne Calment, qui ici, vous voyez, l'année de sa mort, en 97, elle donnait une interview, elle était parfaitement lucide et active. Alors les objectifs scientifiques, c'est le diagnostic précoce des maladies associées au vieillissement, la mise au point de nouveaux vaccins et médicaments et la prévention des pathologies liées à l'âge. Voilà, alors on vous l'a dit 100 fois, mais je le répète pour conclure, la prévention des maladies du vieillissement, l'hygiène nutritionnelle, l'activité physique, l'activité cognitive et les liens socioculturels, c'est la base du vivre mieux plus longtemps. Et je vous remercie de votre attention et de votre soutien.